Bienvenue à Innov Center. Je suis Dr Adama Zerbo, économiste chercheur à Innov Center. Après les deux précédentes vidéos sur la problématique de la théorie de l'investissement et la présentation du modèle de la nouvelle théorie de l'investissement, nous sommes heureux de partager avec vous les résultats sur les coûts de transaction de l'investissement. Dans cette vidéo, on abandonne l'hypothèse de marché parfait, on définit et on résout le programme de compromis correspondant pour cerner les coûts de transaction et leurs effets sur la décision d'investissement des entreprises. Mais avant, nous faisons un rappel sur le programme de compromis du capital. Dans les précédentes vidéos, nous avons indiqué que la nouvelle théorie de l'investissement est basée sur la théorie générale de la firme qui poursuit que les entreprises fonctionnent sur la base du compromis entre les parties prenantes, optimisent leur fonction de compromis sous contrainte afin que chaque partie prenante se sente satisfaite. On distingue le compromis du travail et le compromis du capital. Le compromis du capital se négocie entre les managers, les actionnaires et les prêteurs. Le programme de compromis est donné par le système d'équations affiché à l'écran qui indique que les entreprises maximisent leur fonction de compromis sous contrainte de rentabilité et sous contrainte de financement. Comme indiqué, pour cerner les coûts de transaction, on lève l'hypothèse de marché parfait. On suppose donc que les marchés ne sont ni parfaits ni efficients et qu'il existe une seule source de financement, les fonds prêtables, et que les entreprises ne sont pas soumises à des contraintes de financement. Dans ce cas, la fonction de compromis dépend du profit net escompté, de l'investissement envisagé et du taux d'intérêt escompté par les prêteurs. Le programme de compromis est donc simplifié et donné par le système d'équations affiché à l'écran. Les conditions du premier ordre de ce programme de compromis donnent un système à deux équations. Selon la première équation, l'investissement optimal des entreprises est tel que la productivité marginale du capital plus le taux marginal de substitution du profit net par rapport à l'investissement est égal au coût d'usage du capital plus la variation marginale du travail par rapport au capital multiplié par le taux marginal de substitution du profit brut par rapport au travail. La deuxième équation indique la contrainte de rentabilité qui est ici saturée. Dans ces conditions du premier ordre, le TMS du profit net par rapport à l'investissement indique le coût marginal de transaction de l'investissement sur le marché des capitaux, tandis que la variation marginale du travail par rapport au capital multiplié par le TMS du profit brut par rapport au travail correspond aux coûts marginaux de transaction sur le marché du travail induit par l'acte d'investir. Si les marchés sont effectivement parfaits, les TMS sont nuls, c'est-à-dire les coûts de transaction sont égaux à zéro. Dans ce cas, les conditions du premier ordre correspondent à la condition néoclassique, à savoir que la productivité marginale du capital est égale au coût d'usage du capital. Malheureusement, les marchés ne sont pas parfaits dans les faits. Le TMS du profit net par rapport à l'investissement est positif, ce qui indique que les coûts de transaction sur les marchés des capitaux induisent de l'inefficacité dans la décision d'investissement des entreprises, c'est-à-dire un surinvestissement. Aussi, le TMS du profit brut par rapport au travail est positif. Alors, si l'investissement induit une hausse de la demande de travail, alors le coût de transaction sur le marché du travail induit par l'investissement entraîne un sous-investissement. Dans le cas contraire, si l'investissement induit une baisse de la demande de travail, alors le coût de transaction sur le marché du travail induit par l'investissement entraîne un surinvestissement. En remarquant que la dérivée du profit net par rapport à l'investissement est égale à la productivité marginale du capital moins le coût d'usage du capital moins
les coûts marginaux de transaction sur le marché du travail, il ressort que les conditions du premier ordre peuvent s'écrire sous une forme plus contractée. La première équation indique que la dérivée du profit net par rapport à l'investissement est égale à l'opposé des coûts marginaux de transaction sur le marché des capitaux. Ce dernier système indique que l'optimum E étoile correspond au point de tangente de la courbe d'indifférence du compromis avec la courbe de profit net dans le plan investissement et profit net. Aussi, au point E étoile, la pente de la courbe de profit net est négative, c'est-à-dire décroissante. Sur cette base, la résolution graphique se présente comme suit. D'abord, on a la courbe de profit net qui est ici représentée en bleu. Ensuite, on a les courbes d'indifférence V1, V étoile et V2. On a le point de compromis optimal qui est E étoile, qui correspond au point de tangente entre la courbe de profit net et la courbe d'indifférence. Au point E étoile, il y a convergence entre le technique et le conventionnel. Toutes les parties sont donc satisfaites. Le point E1 correspond à l'optimum néoclassique avec un niveau de compromis V1. Pour ce niveau de compromis V1, le technique et le conventionnel divergent. Le niveau de satisfaction de chaque partie peut être encore amélioré. Étant donné les imperfections des marchés, il ressort que le profit net dans une situation réelle est inférieur au profit net dans le modèle néoclassique, tandis que le niveau d'investissement dans une situation réelle est supérieur au niveau d'investissement dans le modèle néoclassique. Les coûts de transaction supportés par l'entreprise sur le marché des capitaux et du travail sont égaux à la différence entre le profit net dans le cas classique et le profit dans le cas réel. Lorsque les marchés sont parfaits, on a la représentation graphique qui se présente comme suit. On a toujours la courbe de profit net qui est en bleu. On a les courbes d'indifférence qui sont horizontales parce que les marchés sont parfaits. Et dans ce cas, le point optimal est le point de tangente entre la courbe de profit net et les courbes d'indifférence. Et on constate que ce point coïncide avec l'optimum néoclassique. Alors, la théorie néoclassique est bien un cas particulier de la théorie générale de la firme. Nous vous invitons à suivre la vidéo suivante sur l'effet des contraintes de financement sur la décision d'investissement des entreprises. Je vous remercie.